temps, c'est quoi les qualités d'un bon leader? C'est ça. Puis quand tu le sais probablement mieux que moi. Tu le sais probablement. Mais garde, Pierre-Philippe, pour moi, c'est quelqu'un qui a le sens de l'écoute, qui a une capacité de communication incroyable et qui a une bienveillance envers les gens qui l'entourent, autant dans sa vie personnelle que professionnelle. Mais ça, pour moi, ça fait... c'est les qualités d'un leader d'aujourd'hui. Puis je pense que c'est ça que tu apportes aussi chez BCF. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Hypercroissance qui se spécialise dans la croissance humaine et pérenne des leaders et leur organisation. Notre raison d'être est vraiment d'humaniser la croissance des organisations avec nos livres, nos formations en ligne, nos bootcamps, notre accompagnement collectif, le Mastermind Hypercroissance. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis, voir plus clair et avoir un impact. Apprenez-en plus sur hypercroissance.com. Vous êtes au point où vous avez besoin de changement, vous vous sentez submergé et vous souhaitez mettre en place les meilleures pratiques d'affaires? Mon bootcamp Hypercroissance est fait pour ça. J'adore aller à votre rencontre avec des ateliers virtuels, des outils pratiques et un accès à vie à notre formation en ligne. Vous aurez ainsi tout ce qu'il vous faut pour aligner votre fameuse clarté de vision. Durant 4 demi-journées d'ateliers, je vous accompagne afin que vous ayez en main votre plan de croissance en une page après un blitz d'1 mois. Tous les détails pour vous inscrire sont dans la description de l'épisode. Pierre-Philippe Taché, bienvenue. Merci, bonjour. Très contente que tu sois ici avec nous. Pourquoi? Parce que on se connaît depuis un bon bout de temps. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'est lorsqu'on était les deux sponsors, donc commanditaires en français, on dit, commanditaires de IO Montréal, et on était dans un même forum de commanditaires. Et moi, je commençais ma pratique de coaching et toi, je te voyais, au début, tu m'intimidais. J'étais là, mon Dieu, c'est un avocat, etc. Je disais, tu sais. Et finalement, on peut dire qu'aujourd'hui, on se connaît bien. Tu es un homme extraordinaire, tu as une belle vision, un humain extraordinaire. Mais au-delà de tout ça, tu as un titre important qui est associé, avocat et aussi membre du comité exécutif chez BCF. Donc, tu es ici pour nous parler un peu de cette organisation-là. C'est la première fois qu'on va recevoir quelqu'un au podcast qui va être capable de nous parler d'une structure. Hein? On peut le voir d'un point de vue entrepreneur. C'est quoi la structure d'une firme d'avocats? Et on parle de combien d'avocats chez BCF aujourd'hui? On est en ce moment environ 270 professionnels, donc pas que des avocats. Puis avec la taille qu'on a, mais c'est toujours un chiffre qui est un petit peu en mouvance parce qu'il y a des départs, des arrivées. Oui. Mais surtout des avocats, mais aussi, là, on travaille en multidisciplinarité. Ça fait qu'on travaille avec une grosse équipe de notaires qui font, par exemple, la planification successorale, de la gestion de patrimoine, de l'immobilier, des choses comme ça. On a aussi des ingénieurs. On a une grosse équipe de propriété intellectuelle qui comporte des ingénieurs. OK. On a des agents de marque, des agents de brevets, on a des comptables. Fait qu'on a des gens de bien des horizons, là, des traducteurs. Fait que vraiment multidisciplinaire, mais au cœur... Multidisciplinaire, mais au cœur de la pratique, ça reste que c'est un bureau d'avocat. C'est un bureau d'avocat. Et justement, tu sais, avocat, la pratique d'avocat, tu sais, il y a beaucoup d'avocats comme moi qui est ingénieur, qui va bifurquer, qui va faire une autre carrière. Toi, ça fait 20 ans que tu exerces ce métier-là. Plus que 20 ans, Plus que 20 ans, oui, au-delà. Plus de 25 ans maintenant, mais ça va bientôt faire 20 ans que je suis chez BCF. OK, parfait. OK, c'est ça. Donc, plus 20 ans. Et, mais j'aimerais ça que tu me parles, comment tu as fait cette décision-là de devenir avocat? C'est quoi ton parcours dans ton enfance? Ça a été quoi le déclic? C'est quoi ton parcours scolaire? Parle-moi de ça. Oui, c'est un petit peu un concours de circonstances, je te dirais. J'ai étudié, moi, au cégep en sciences santé. Mon père était médecin, ma mère était infirmière, puis j'ai toujours eu un attrait pour la santé. J'aurais voulu rentrer en médecine. C'était à l'époque, puis ça demeure encore, je pense, très contingenté. Je n'avais pas nécessairement le succès académique qui me permettait d'entrer en médecine. Et puis, je me suis tourné vers le droit, mais ne sachant pas trop
là où ça allait m'amener, mais c'était quelque chose que je voyais comme une formation qui allait m'ouvrir pas mal de portes. Mais je suis rentré sans plus de conviction à la faculté, puis j'ai fait mon parcours universitaire, je te dirais, de manière assez discrète. Tu sais, je n'ai pas nécessairement eu le coup de foudre pour toute la pratique du droit, mais ce qui était clair dans mon parcours, c'est que j'ai été séduit par ce qui aujourd'hui est le droit des affaires, le droit commercial. Tu sais, j'avais pris des cours optionnels de droit commercial, droit des affaires, de fiscalité, de comptabilité aussi. Fait que j'aimais cet aspect-là de la pratique que je trouvais, je pense à raison, mais peut-être à tort, là, mais très, très cartésien, un peu plus mathématique. Que par exemple la pratique du litige ou du droit matrimonial ou du droit criminel. Je trouvais que l'aspect de droit des affaires, il y avait une composante un peu, là, bien évidemment financière à tout ça, là, Oui. qui me plaisait. Puis j'ai décroché un stage, j'ai travaillé comme étudiant et stagiaire dans un cabinet boutique spécialisé en fiscalité. C'est là que j'ai découvert la pratique. J'étais tout jeune à l'époque, là, c'était en 1998, j'avais 22 ans. C'était pas vieux, là, mais là, j'ai découvert la pratique, j'ai bien aimé ça. Et je te dirais que c'est un amour de la profession qui s'est développé avec le temps. Puis plus j'évolue dans cette profession-là aussi, plus j'aime ça parce qu'en fait, plus on progresse, plus on est capable de faire davantage ce qu'on aime, puis moins ce qu'on n'aime pas, parce que c'est sûr que de façon active dans la pratique, il y a beaucoup d'apprentissage, il y a des tâches qui sont un peu répétitives, qui sont un peu plus ennuyantes, mais ça fait partie de l'apprentissage. Mais plus on avance, moins on les fait, puis plus c'est le fun. Oui. Fait que j'ai été dans ce cabinet boutique-là en fiscalité pendant, je te dirais, 4 ou 5 ans. Et pour diverses raisons, là, personnelles et professionnelles un peu, j'ai décidé de quitter. C'était en 2004 pour aller faire une maîtrise en propriété intellectuelle à l'Université d'Aix-Marseille. C'était un choix tout à fait là, conscient. Là. Je ne suis pas tombé sur Aix par hasard. C'est un endroit que j'avais déjà visité, que j'aimais beaucoup. Tu es amateur de vélo, toi. Oui, c'est ça. Effectivement, là, je n'ai pas de cachette, je le dis à peu près à tout le monde. J'ai davantage fait un bac en vélo puis en vin rosé qu'en droit. Mais il semblait que j'ai quand même bien aimé mon parcours là-bas, mon séjour. Puis c'était donc en propriété intellectuelle. Ça veut dire, tu sais, ça mange quoi en hiver? Tu comprends? Tu sais, parce que on entend ça, la propriété intellectuelle, mais tu sais, tu as quand même fait des études là-dedans. Là. Oui, écoute, c'était techniquement le diplôme, c'était un DESS, ou ils appellent ça un Masters maintenant. Là. Je pense que c'est l'appellation uniformisée, là, sauf erreur. Écoute, la propriété intellectuelle, c'est pas sorcier, essentiellement, c'est les droits de propriété sur ce qu'on peut appeler ça des créations immatérielles, mais ça recoupe généralement, je te dirais, le domaine des brevets, qui sont toutes les inventions quand on crée une invention puis qu'on veut garder en fait l'exclusivité d'exploitation de cette invention-là. Ça, c'est des brevets. Il y a les marques de commerce que je pense que tout le monde est familier avec ça. Là, donc, l'exclusivité d'utilisation d'une marque en association avec un produit ou un service. Il y a la question des droits d'auteur. Donc, quand on crée une œuvre, ça peut être une œuvre littéraire, ça peut être un film, ça peut être de la musique. Donc, c'est essentiellement ça. Et puis, je ne connaissais pas grand-chose. À l'époque, le cabinet où je travaillais n'avait pas beaucoup de profondeur là-dedans. Puis, il avait sondé mon intérêt à me former un peu là-dedans. C'est pour ça que j'avais regardé ce programme-là. Mais en fait, par la suite, je suis donc allé à Aix. J'ai fait ce programme-là. Ça a été très intéressant. Ça m'a permis de me familiariser avec ce domaine-là qui est assez pointu. En fait, tellement pointu que si j'avais voulu continuer là-dedans, il aurait fallu que je focus toute ma carrière là-dessus puis que j'approfondisse les études, alors que en fait, honnêtement, j'ai effleuré le sujet. Je ne suis pas un expert en propriété intellectuelle, mais quand je suis revenu donc à Montréal... 2 ans plus tard, c'est ça? Non, 1 an plus tard. Donc, j'ai okay. fait mes études à Aix. J'ai travaillé quelques mois comme stagiaire dans un cabinet à Paris, là aussi plus pour l'expérience qu'autre chose. Ça a été une période fort agréable. Mais quand je suis revenu à Montréal, c'était à l'automne 2005. J'ai joint tout de suite BCF parce que je savais à ce moment-là que ce que je voulais faire, c'était du droit des affaires, c'était du droit commercial, transactionnel. Et puis, il y avait quelqu'un que je connaissais là-bas qui était mon ancien mentor,
qui m'a sollicité alors que j'étais encore en France. Puis dès que je suis revenu, en fait, la transition s'est faite de façon toute naturelle. Je suis allé faire une visite du bureau. Je me suis assis une demi-heure en entrevue avec les deux fondateurs du bureau. Et puis, ça a été automatique. Je Il y joignais avait cette combien équipe-là. d'avocats à ce moment-là? C'était quoi la grosseur de l'équipe en 2005? Écoute, à l'époque, je pense qu'il y avait une trentaine d'associés Oui, et une soixantaine de professionnels. Alors OK. qu'aujourd'hui, tu vois, par comparaison, on est de mémoire à peu près 70 associés en équité et on est 270 professionnels. Fait Oui, qu'il y a eu plus que une bonne doublé. croissance. Oui, une Ouais, belle c'est ça. croissance. Puis, tu sais, ce parcours-là m'a préparé à la pratique de droit commercial, puis m'a donné des bons outils. Puis ça, je suis quand même assez chanceux d'avoir eu cette diversité-là, c'est-à-dire que j'ai eu une base en fiscalité dans mon premier cabinet, qui était une très bonne école, mais je ne voulais pas faire ça dans la vie. Puis j'ai touché à plein de choses que je n'aurais pas nécessairement vu si je m'étais spécialisé tout de suite en commercial. Mais tu sais, j'ai eu des questions un peu rébarbatives, là, tu sais, mais j'ai regardé des testaments, des fiducies, de la TPS, TVQ, un peu de propriété intellectuelle, un peu de commercial. Et ça a été une bonne école, en particulier pour comprendre les rudiments de la fiscalité. Oui. Après ça, ma maîtrise en propriété intellectuelle m'a familiarisé avec les concepts. Fait que quand j'arrive après ça chez BCF en 95, je n'ai pas nécessairement l'expertise de pointe en droit commercial à ce moment-là parce que j'en ai pas fait tant que ça. Mais là, je pèse sur le gaz à cette époque-là. Là, je fais transaction sur transaction, puis des opérations, puis de la rédaction, puis des conventions, puis j'apprends beaucoup, mais je garde mon bagage de propriété intellectuelle, puis je garde mon bagage de fiscalité, qui sont deux aspects qu'on retrouve dans à peu près toutes les transactions ou toutes les entreprises. Ben On oui, fait très fort dans rarement, le droit commercial. on ne fait jamais d'opération commerciale sans se questionner sur les impacts fiscaux qui vont en découler. C'est fondamental, là. Oui. Tu sais, et la propriété intellectuelle, qu'on le veuille ou non, elle est à peu près partout parce qu'à peu près chaque entreprise va avoir des éléments de propriété intellectuelle. Soit elle a des inventions qu'elle protège par brevet ou par secret ou autrement, mais elle a de la propriété intellectuelle, elle a une marque de commerce, on crée des choses. Donc, c'est présent partout, puis ça prend beaucoup de place maintenant dans le portrait des considérations juridiques quand on regarde une entreprise, l'API, c'est rendu incontournable. Fait que ça a été des bons blocs là, de fondation pour moi puis qui m'ont permis d'avancer après ça. Et puis là, depuis ce temps-là, ma pratique ne fait que progresser, puis m'a permis de devenir associé éventuellement quelques années plus tard. Quelques années plus tard. Mais tu sais, quand on est un jeune avocat, c'est quoi les étapes, tu sais, qu'on veut aller là-dedans? Tu sais, là, oui, il y a le fameux barreau, etc., mais tu sais, puis de joindre un bureau, puis on parle du modèle d'associé. Tu sais, peux-tu nous expliquer un peu la structure ou les étapes? Tu sais, comme là, tu dis, éventuellement, j'ai pu devenir associé, mais comment ça marche? Il n'y a vraiment pas de parcours unique. Puis moi, je travaille quand même dans un grand cabinet, puis je peux te parler du parcours qui mène là, mais vraiment, le droit mène à plein de choses, puis ça, je n'ai pas vraiment là, l'expérience pour en parler. Non, mais ça, on est ici pour comprendre ton histoire. Ouais, on est dans l'histoire c'est ça. d'hypercroissance dans le cadre de BCF. C'est assez... Puis s'il y a des gens qui ont vu la série Suits, ça illustre un petit peu ces choses-là. Là. C'est un peu romancé puis exagéré à certains égards, mais tu sais, ça commence par la faculté de droit, fait que ça peut avoir un intérêt à rentrer à la faculté de droit. Après ça, je te dirais qu'à partir de la deuxième année, il y a un processus, là, je te parle du parcours au Québec, là. Oui. Mais c'est à peu près partout pareil, là, mais au Québec, à partir de la deuxième année, il y a un processus qu'on appelle la course au stage qui est assez bien réglementé. C'est la plupart des grands cabinets se sont entendus sur un processus, une convention qui encadre la manière dont ils vont recruter leurs avocats. Et c'est essentiellement des conventions puis des contraintes, à savoir comment est-ce qu'on peut solliciter les jeunes étudiants, des dates où on peut officiellement les solliciter, des dates pendant lesquelles on ne peut pas les solliciter. Fait qu'essentiellement, pendant une période précise de l'année, on sollicite les futurs recrues, puis on essaie de leur faire connaître notre cabinet, puis aller chercher les applications, puis les candidatures qui nous semblent les plus prometteuses.
Puis c'est un moment un peu frénétique là, à chaque année dans les bureaux d'avocats, puis surtout dans le département des ressources humaines qui s'occupe de ça. Mais c'est une période intense durant laquelle on rencontre des étudiants, on les sollicite, Puis, on mettons, garde. BCF peut embaucher combien d'étudiants Ça varie, par année, ça là, varie mettons? par nos besoins. Tu vois, cette année, je pense qu'au total, là, au cabinet entre Montréal et Québec, on a dû embaucher entre 8 et 10 OK, quand même. futurs stagiaires. Oui. Donc, à peu près par année, on en a entre 8 et 10. Fait que si tu regardes ça de manière totale à chaque année, si on augmentait le nombre d'avocats à raison de 10 personnes par année, rapidement, on se rend compte que ça n'aurait pas d'allure, on aurait trop de monde. On le sait qu'on a une attrition naturelle, puis c'est parfaitement normal. On aimerait ça tous garder nos candidats, puis on les choisit pour aller chercher les meilleurs. Tous les cabinets veulent aller chercher les meilleurs candidats, puis les meilleurs fit, les gens qui vont être heureux chez nous. C'est ça qu'on souhaite avoir, mais il y a plein de choses qui arrivent dans la vie qui font en sorte qu'on perd du monde, comme moi qui ai quitté un cabinet pour aller faire une maîtrise. Ben, c'est correct. Des fois, on trouve ça plate, ça fait de la peine de perdre des candidats, mais vont en entreprise, retournent aux études. Il y en a qui font des choix de vie complètement différents, qui vont à l'étranger, etc. Fait que, Et ce stage-là est obligatoire, hein? c'est un stage qui est obligatoire maintenant pour avoir son permis d'exercice du barreau. Okay. Donc, grosso modo, le parcours, c'est la fac de droit. Ensuite de ça, c'est l'école du barreau. Il y a plusieurs programmes, ça a changé avec les années, mais il y a l'école du barreau. Et ensuite, un stage obligatoire sous la supervision d'un maître de stage qui va attester à la fin de ton parcours que tu es digne de rejoindre la profession. Ensuite, tu prêtes serment, puis c'est un beau moment, puis là, ben, tu débutes ta carrière officiellement comme avocat. Comme avocat. Et là, toi, tu retournes en fait chez BCF en 2005 et tu découvres un peu cet univers-là. Et là, tu vises le droit commercial. Alors, c'est quoi tes étapes? C'est quoi ton cheminement pendant ces 20 années-là? Ah, écoute, BCF, c'est un cabinet très entrepreneurial. On pourra en reparler, là, mais oui. Tout de suite, je baigne là-dedans. Je vois mes associés. Puis au départ, comme dans bien des endroits, mes premiers clients, en fait, ce sont les associés. Moi, je ne suis pas associé à cette époque-là, ce n'est pas mes associés, c'est les associés, les avocats plus seniors qui me délèguent des tâches, me confient des mandats. Puis évidemment, plus tu progresses, plus ils te font confiance, plus ils te donnent des responsabilités, puis plus tu prends de l'autonomie. Mais les premiers mandats, c'est sous la supervision d'avocats plus expérimentés. Mais comme on est à l'époque un cabinet qui n'est pas de très grande envergure, on a beaucoup de responsabilités au départ, on est en contact avec les clients, fait qu'on baigne tout de suite là-dedans. Puis très tôt, tu réalises que la pratique du droit, ça a beau être une profession libérale, bien, on n'est pas dans une espèce de tour d'ivoire où est-ce qu'on exerce une profession libérale, puis le monde n'existe pas autour de nous. Il y a des considérations très pragmatiques qui, dans notre environnement, là, on le voit tout de suite, les associés, ils doivent démarcher de la clientèle. Tu dois convaincre un client de te faire confiance. Faire du développement des affaires. Tu fais du développement des affaires. C'est de la vente. Là, tu dois aller chercher des clients, les convaincre, ils doivent te faire confiance, croire en ta capacité. Puis c'est du service. Donc, c'est une des premières choses que tu réalises. Ensuite de ça, faut que tu complètes ton travail, il faut que tu essaies de respecter les paramètres qui te sont donnés, parce qu'à la fin de la journée, il va falloir que tu envoies une facture, il va falloir que ton client soit satisfait du travail que tu as fait et que tu récupères tes honoraires. Mais ça, cet aspect-là de la pratique, c'est quelque chose c'est une chose à laquelle on n'est pas préparé. À la faculté de droit, on ne nous parle pas trop de ça. Fait que moi, dans l'environnement où je suis à ce moment-là, je regarde les associés autour de moi, je regarde mes collègues, mes confrères, puis c'est quelque chose que je réalise assez rapidement. Et il n'y a pas de pression sur les jeunes pour aller chercher de la clientèle, mais c'est quelque chose qui nous imprègne assez rapidement. Puis on se dit, OK, il va falloir à un moment donné que je développe ma clientèle. Oui. Puis pas que ce soit anxiogène, mais c'est quelque chose à laquelle je pensais, puis je ne pensais pas avoir du tout de facilité à faire ça. Aucun talent pour faire ça. J'allais dans des événements, j'étais assez timide, de la difficulté à parler avec les gens. J'avais l'impression aussi que je ne maîtrisais pas au départ assez mon métier.
pour être capable de convaincre qui que ce soit de me faire confiance pour faire le travail. Tu sais. On sort de l'université, puis honnêtement, au niveau de la pratique, on ne sait pas grand-chose. Tu sais. Tout est à apprendre véritablement. Et les soft skills aussi, hein, tu sais, qui ne sont pas nécessairement montrés dans ces genres de bacs-là non Ben, plus. Tu sais. absolument, puis qui pour moi n'était pas, c'était pas naturel, puis je prétends pas non plus que j'ai les meilleurs talents à cet égard-là, mais c'est quelque chose qui arrive un peu naturellement parce que, bon, surtout là où je travaillais, on nous confiait quand même pas mal de responsabilités. Tu rentres en contact avec des gens, avec des clients, avec les conseillers autres qui interviennent au dossier, que ce soit des institutions financières, des banquiers, des prêteurs, que ce soit des comptables externes, que ce soit des fiscalistes. C'est tout de suite, tu rentres en contact avec ces gens-là dans cet écosystème-là, puis il te voit aller. Puis tu peux développer aussi des liens d'affinité avec des gens qui sont à peu près de ton niveau au départ. Puis moi, j'encourage les jeunes avec qui je travaille, là, ou les plus jeunes avocats, à se faire des amis, puis à développer des liens, puis à entretenir des réseaux avec des gens de leur âge, parce que c'est pas long, ça prend quelques années, puis ces gens-là vont eux-mêmes progresser, puis tu vas prendre du galon en même temps qu'eux, puis ton réseau commence à se construire Oui. dès le départ. Puis moi, ça m'a pris quelqu'un pour me brasser un peu, puis m'allumer là-dessus, tu sais, puis il dit « Hey, tel jeune comptable dans tel cabinet, ben, en fait, tu le connais, c'est Jean Desrochers. » Oui. J'ai fait une transaction avec Jean, puis Jean de mes associés qui a dit, ben, tu sais, ce gars-là, c'est une future superstar, colle-toi à lui. OK. Ben, puis c'est ce que j'ai fait. Puis Jean, ça fait 20 ans, puis c'est encore un ami, puis Oui. il y a une belle relation personnelle et professionnelle qui s'est développée. Bon, c'est un exemple, mais tu sais, au départ, on s'imagine que c'est très compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Ça arrive naturellement. Tu vas rencontrer des gens, tu vas Mais un avocat dans un bureau comme ça devient quand même un intrapreneur, tu sais, entrepreneur. Il faut qu'il ait les skills pareils s'il veut être capable de percer ou faire sa place. Bien, je te dirais, oui, dans un environnement, puis un cabinet comme le mien, où on est très entrepreneuriaux, puis il faut comprendre un peu l'historique du bureau. Mais tu sais, il y a des cabinets où, puis même chez nous, tu peux faire toute ta carrière avec d'autres atouts. OK. Tu sais, on a besoin de spécialistes, on a besoin de gens qui ont une expertise de pointe. Très niché. Très niché. Et eux, en fait, essentiellement, leur clientèle va venir des autres associés ou de la clientèle organique du cabinet. Oui. Puis il y a des cabinets aussi qui ont des clientèles. Il y a des cabinets contre lesquels avec lesquels on est en concurrence, qui ont de la clientèle depuis des décennies là, institutionnelles ou autres. Fait que c'est moins aigu comme problème. Mais nous, on est un jeune cabinet encore maintenant. Là. Bien, c'est ça. Parle-nous donc un peu. Quelle année a été fondée BCF? Bien, BCF a été fondé en 1995, essentiellement par quelques avocats qui travaillaient dans des très grands cabinets qui desservaient de la grande entreprise. Puis ces gens-là, il y a eu un petit peu de... Puis j'étais pas là à l'époque, fait que je répète ce qu'on m'a raconté, là. Mais à cette époque-là, dans les services juridiques, il y a eu un petit peu un mouvement dans le marché, c'est-à-dire qu'on était... il y avait le référendum de 80, on était proche du référendum de 95. Il y avait beaucoup de grandes entreprises qui avaient quitté Montréal pour se déplacer. Et les grands cabinets qui desservaient cette clientèle-là ont été obligés de se replacer un petit peu. Puis, il y a des gens qui ont été formés justement pour rendre des services à de la grande entreprise. Puis, on dit, bien, on devrait prendre cette expertise-là, fonder un cabinet et offrir notre expertise aux entrepreneurs. Donc, pas la grande entreprise, mais vraiment la PME. C'est essentiellement ça, l'idée à la base de BCF. Et donc, c'était des gens qui avaient cette volonté-là de desservir une clientèle entrepreneuriale, grosso modo des owner-managers, donc des propriétaires exploitants. Ce qui est un profil de clientèle qui est très caractéristique de BCF puis qui a construit BCF, c'est que les gens avec qui on traite, surtout à cette époque-là, c'est les actionnaires et c'est les dirigeants. Fait que c'est des gens qui sont entrepreneuriaux, c'est des gens qui ont généralement une bonne tolérance au risque. Et c'est des gens, surtout, qui n'ont pas de compte à rendre à personne d'autre qu'à eux-mêmes.
Alors que quand on travaille avec beaucoup plus grande entreprise ou d'autres types de sociétés où on a des équipes de gestion professionnalisées, ces gens-là doivent rendre des comptes à quelqu'un, que ce soit un propriétaire, un conseil d'administration. Et donc, la dynamique n'est pas tout à fait la même parce que quand on doit rendre des comptes à quelqu'un, ben, la tolérance au risque est beaucoup plus faible, voire nulle. Et ça se ressent dans la dynamique, ça se reprend dans la rapidité d'exécution, la façon dont les décisions sont prises. C'est pas pareil. Puis, à peu près tout le monde, je te dirais, dans mon cabinet, ce qui les fait vibrer, c'est de travailler avec des entrepreneurs ou des gens qui prennent des décisions assez rapidement, puis d'aller aussi au-delà de simplement rendre un service purement juridique, puis par exemple, conseiller un juriste à l'interne dans une entreprise sur une question de pointe. Notre interlocuteur, c'est rarement un juriste à l'intérieur d'une entreprise, c'est généralement des entrepreneurs, et puis ils font appel à nous pour nos connaissances juridiques, évidemment, mais aussi ils nous voient comme des conseillers d'affaires. Donc, on va un peu plus loin. Puis, je te dirais qu'une des choses à laquelle on fait face souvent, puis ça ne nous fait pas peur, c'est que nos clients, souvent, on leur donne les conseils, on leur explique quelque chose. À la fin, la dernière question, c'est « Mais qu'est-ce que tu ferais? » Puis, je pense que chez BCF, avec notre esprit entrepreneurial, c'est quelque chose avec lequel on est assez à l'aise, puis on est capable de s'avancer un peu puis de se mouiller. On est en équipe avec notre prendre client. Le risque avec le client. On prend le risque avec notre client, puis on dit, ben voici ce que je ferais pour telle et telle raison. Alors qu'il y a quelqu'un qui est extrêmement prudent, puis qui rend juste un service juridique, puis qui n'est pas un conseiller d'affaires, ben généralement, on va se dire, ben c'est ta décision. Moi, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Je t'ai donné les clés, puis voilà. Mais souvent, les clients avec lesquels on fait affaire, ben, ils s'en remettent à notre expertise, notre expérience, notre jugement aussi. Puis, il y a souvent, parce que c'est de la PME, souvent, ben, il y a des opérations qu'ils vont faire 1 ou 2 fois dans leur vie, mais pas 50. Ils n'ont pas cette expertise et cette expérience-là. Donc, ils ont besoin d'avoir quelqu'un de confiance vers qui se retourner, de dire, mais basé sur ton expérience puis ce que tu as vu, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Et ça, ben, il y a plein de grandes entreprises qui n'ont pas besoin de ça parce qu'ils ont l'expertise, ils ont l'expérience. Fait que c'est pas le genre de conseil dont ils ont besoin. Fait que puis on s'entend, là, tu sais, tantôt quand tu décrivais comme un peu le client cible, je pensais à mon conjoint pour lequel Éric, t'es avocat avec Éric. C'est comme ça qu'on a continué de se connaître et de se côtoyer. Puis j'ai vu Éric faire justement des transactions dans la dernière année et tu as été d'un support incommensurable, à être capable de l'appeler, puis on sentait la nervosité, puis c'était des grosses étapes pour lui. Mais toi, tu étais toujours là pour le rassurer, le rappeler. Non, garde, attends, on va faire ce move-là, on va faire ce move-là. Fait qu'il y a vraiment une relation de partenariat, je pense, qui est imbriquée dans la culture de BCF et de toi, là. Moi, je veux dire, c'est toi que je connais probablement le plus chez BCF, mais il y a cette notion-là. Puis moi, je peux le dire que je l'ai vécu, tu sais, je l'ai vécu par la bande, puis je pense que c'est ce qui fait votre force. J'espère que tu as raison. Je pense que oui. Puis je pense que c'est probablement une caractéristique de mes associés aussi. Je ne suis pas tout seul là-dedans. C'est comme ça que j'ai appris. Hein? J'ai regardé les autres aller. Puis, il y a une composante dans ma job, surtout avec la clientèle que je desserre puis que j'aime desservir, c'est que il y a beaucoup d'éducation. On est obligé d'expliquer, d'accompagner. Puis ça, c'est quelque chose, en fait, si je regarde en arrière, je devais faire un nouveau choix de carrière, l'enseignement, c'est quelque chose qui me tenterait. J'ai enseigné un petit peu à l'Université de Montréal, j'ai enseigné à l'École du barreau, j'ai donné quelques conférences. J'aime ça enseigner, je trouve ça super valorisant. Puis mais t'es mentor aussi, non? Je suis mentor avec des jeunes. Puis j'aime ça prendre le temps. Puis je ne veux pas paraître prétentieux, mais si j'ai certaines qualités, je pense que d'être capable d'expliquer des concepts, de communiquer quelque chose. De le vulgariser aussi, des concepts assez complexes. Je pense que j'y arrive assez bien. Puis j'ai du fun à le faire. Oui. Puis il y a beaucoup de ça dans notre travail parce que, comme je te dis, les gens qu'on accompagne, souvent, les problématiques qu'ils rencontrent, c'est des choses
qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas la compétence, puis ils n'ont pas le temps, puis ils ne veulent pas, mais ils veulent que ça marche, par exemple. Exact. Puis, il y a des entrepreneurs qui vont bâtir leur entreprise. C'est l'aventure d'une vie, puis ils vont la vendre juste une fois. Pour donner un exemple d'une transaction de vente d'entreprise, par exemple. Ben, je ne peux pas m'attendre à ce que cette personne-là soit familière et experte en vente d'entreprise. C'est une grosse aventure, là, vendre sa business. Puis ça peut prendre plusieurs mois. Ben, on y va morceau par morceau, puis il faut être capable d'expliquer ce qui va arriver. Puis à chaque étape, il faut être capable de vulgariser, puis d'expliquer ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, puis de dire qu'est-ce qu'on devrait avoir comme attente légitime, puis d'essayer de donner à ton client les outils nécessaires pour prendre une décision éclairée. Mais pour arriver à ça, ben, il y a des explications à donner. C'est une part d'enseignement en soi. Oui. Alors que, à contrario, si je travaille avec des gens dans certaines transactions, avec des joueurs très sophistiqués, puis ça arrive, avec des joueurs que ce soit de capital de risque ou de grande entreprise, puis là, je discute avec des gens de contentieux ou des fiscalistes ou des comptables externes. Ils connaissent exactement là où on s'en va ou avec des courtiers de vente d'entreprise. Les discussions sont beaucoup plus expéditives, beaucoup plus précises. Puis on regarde des questions pointues techniques, puis boum, 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 c'est ça. Puis c'est aussi le fun parce que c'est très efficace, ça va vite. Je n'ai pas beaucoup d'éducation à faire avec des gens qui sont des experts. Mais c'est l'ensemble de l'œuvre, dans le fond. Il y a un équilibre, mais je pense que la relation avec un client comme ça est très, très valorisante. Ça, c'est le bout que j'aime le plus. Puis des gens qui apprécient. Bien, puis je me rappelle, c'est grâce à toi qu'on était allé faire un événement avec Ricardo, qui est un de tes clients, qui avait fait des belles éloges à ton égard. C'est des transactions qui sont publiques puis acceptées que je le dise, fait qu'on peut on peut le dire, c'est ça. Mais on avait fait, puis il avait parlé de toi durant cet événement-là, à quel point tu l'avais aidé. Fait que tu es très humble dans tout quand tu parles, mais tu as des très beaux clients, tu as bâti ces relations-là de confiance sur le long terme, hein, beaucoup aussi. Oui, puis il y a de ces clients-là, en fait, qui peuvent être contents de l'accompagnement qu'on leur a donné, mais en retour, il y a des clients, comme par exemple Ricardo, moi c'est un client dont je me suis occupé sur plusieurs années, puis ça m'a permis aussi comme avocat de me développer puis d'apprendre plein de choses dans de nouvelles industries, puis de faire face à plein de nouveaux problèmes et situations, puis les régler, puis d'apprendre. Puis c'est ça qui fait en sorte que je suis rendu là où je suis rendu aujourd'hui. Oui. Fait que c'est pas... la relation de confiance aussi, elle est là, puis c'est dans les deux sens. Mais c'est mutuel, c'est dans les deux sens. Je dirais que j'ai profité plus que n'importe qui de ces beaux entrepreneurs-là, des entrepreneurs-là. Puis ça a été quoi ton cheminement comme de 20 ans, dans le bureau? Ça a été quoi? Là, tu es devenu associé après combien de temps? Oui, écoute, je suis pas très bon avec les années, mais environ, je suis rentré au cabinet à l'automne 2005, une progression dans le cabinet. Je suis devenu associé en 2013, ce qui n'est pas particulièrement jeune ou rapide comme parcours. C'est dans la norme à peu près? C'est probablement dans la norme, puis je ne voulais pas non plus brûler les étapes. Fait que quand je suis rentré avec assez de confort. C'est un paradigme qui change. Tu n'es plus un salarié. Notre formule de rémunération, comme dans à peu près tous les cabinets, là, toutes les formules se ressemblent, mais sont uniques. Là. À partir de ce moment-là, tu deviens un peu plus imputable du succès que tu as, donc du travail que tu réalises ou de la clientèle que tu amènes au cabinet. Fait que ça met un peu plus de pression, mais bon, à ce moment-là, moi, je suis rendu j'ai plus que 30 ans à cette époque-là. J'étais plus à l'aise de faire. Ta clientèle s'est établie. Progressivement, oui, ça, c'est toujours en croissance. J'ai oublié ta question. Bien, en fait, après ça, là, tu as fait 5 ans. Là, en 2013, tu es devenu associé. Oui. Puis après ça, c'est quoi les étapes? Comme associé, après ça, tu as des petits mandats puis des petits chantiers à l'intérieur du cabinet dont tu t'occupes, que ce soit la formation des jeunes, que ce soit, en tout cas, il y a plein de choses à faire du côté administratif dans un cabinet. Je me suis impliqué dans certaines choses. Puis je te dirais que le point tournant, puis ça s'inscrit en fait dans la belle histoire, mais la
la jeune histoire du cabinet, comme je te disais, le bureau n'a même pas 30 ans. On a eu des fondateurs en fait, les fondateurs du bureau sont encore actifs dans le bureau, ils travaillent encore, ont la jeune soixantaine. Pendant les premières 25 années, on a eu une équipe de direction qui était les mêmes. Puis là, après 25 ans, là, on arrive à notre premier défi, c'est la transition de la direction du bureau. Là, on a une nouvelle génération qui rentre en place. On a un nouvel associé directeur qui rentre en position. Ça, c'était, écoute, il y a à peu près 4 ans. Oui. Et puis, ça, c'est mon associé Pierre Allard qui a été là, qui a pris la direction du bureau. Après une période de croissance assez grande, là, comme je le disais, puis ça vient quand même avec de la turbulence, puis c'est pas linéaire. Il y a des mariages qui fonctionnent pas. Il y a des associés qui arrivent, qui repartent parce qu'ils sont plus ou moins heureux chez nous pour différentes raisons. Mais là, on arrive à une période un peu de consolidation dont Pierre Allard prend la charge. Il fait ça pendant quelques années. Puis Pierre Allard, c'est un gars qui aime beaucoup sa pratique de fiscaliste. Et au bout de 4 ans, il dit, j'ai fait mon mandat et il cède la place à notre nouvelle associée directrice qui est rentrée en fonction en même temps que moi sur le comité exécutif, Gilles Doris. Fait il y a à peu près 1 an, je te dirais, alors que je n'avais pas nécessairement réfléchi à la question, puis je n'avais pas particulièrement d'appétit pour ça, je n'avais pas l'ambition, là. Ils m'ont invité à dîner pour discuter de choses et d'autres, puis l'année qui s'en venait, puis faire le point. Puis essentiellement, ils ont sondé mon intérêt pour embarquer sur le comité exécutif, puis ils m'ont confirmé qu'il y avait plusieurs personnes au sein du cabinet qui me voyaient bien là. Ce que moi, à l'époque, je t'avoue, bien honnêtement, là, dans ta grande humilité, oui, Pierre-Philippe? Je ne le voyais pas tant que ça. Et puis, j'ai pris le temps d'y réfléchir. Finalement, j'ai accepté. J'ai dit, je vais essayer. Puis écoute, si ça fonctionne, ça fonctionne. Mais si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas la fin du monde non plus. Puis là, tu vois, ça va faire 1 an cet été là, que j'assume cette fonction-là sur le comité exécutif. Puis j'ai un plaisir à faire ça que je ne soupçonnais pas. OK. Ce qui fait que mon travail au bureau maintenant est de 2 ordres. Je continue à gérer ma pratique parce que je continue ma job d'associé puis d'avocat dans mes dossiers. Mais je consacre quand même pas mal d'heures à la gestion puis l'administration du bureau. Puis ça, c'est quelque chose de franchement nouveau pour moi. Mais c'est fascinant. J'apprends beaucoup. Je suis curieux de nature. J'aime ça apprendre. Fait que c'est une super belle occasion. On est bien entouré. On a un plaisir fou, l'équipe ensemble. C'est super agréable. Et c'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas, mais ça me force à me mettre dans la position de mes clients parce que mes clients, c'est des entrepreneurs. Ils doivent gérer du personnel, ils doivent gérer des finances, ils doivent gérer des TI, ils doivent gérer du marketing. Puis moi, souvent, comme conseiller juridique, on rend des services juridiques, mais ces aspects-là de la business, c'est plus ou moins notre domaine. Et puis là, je suis confronté au fait que je dois gérer ma propre business. Puis je te dirais qu'un des plus gros départements dans mon bureau, puis une des plus grosses directions, c'est la direction des ressources humaines. Parce que un bureau d'avocat, essentiellement, c'est du monde. La gestion humaine. C'est des gens. Fait que j'apprends beaucoup là-dessus. Puis la finance aussi, la comptabilité, on gère une entreprise quand même avec un bon chiffre d'affaires, des bonnes dépenses. C'est des grosses responsabilités. Fait que c'est fascinant d'apprendre ça. Après ça, quand je regarde mes clients, je viens un petit peu avec ce bagage-là. Je suis capable de comprendre quand ils me parlent de leurs affaires, des enjeux qu'ils ont. Ça te donne encore plus de profondeur. J'ai une toute autre perspective. Je suis même capable de dire ça ressemble à tel enjeu qu'on a, puis voici comment est-ce qu'on l'a adressé. Là, j'ai plus juste l'expérience de ce que mes clients vivent, puis qu'ils me disent qu'ils vivent, puis je le vis par procuration. Là, je le vis au premier degré là, de l'interne. Fait que ça, c'est vraiment. C'est un beau challenge, mais si je regarde un peu ton parcours, parce que tu me disais au début, tu es allé au début en droit, tu n'étais pas trop sûr. Là, oui, je vais être sur le membre. Oui, je vais apprendre. Ça ne marche pas. Mais je pense qu'au début, tu
tu y vas, tu te laisses porter, mais tu gagnes tout. Tu sais, tu te démarques toujours, puis tu apprends parce que tu es curieux, puis tu aimes apprendre, tu sais, je pense aussi, là, tu sais. Oui, puis je pense que j'allais là, je pense, pour les bonnes raisons. Puis, Toujours, tu sais, ben oui. je n'étais pas trop conscient des qualités que ça prenait pour faire ce job-là, a priori. Puis, essentiellement, je pense que tu sais, certaines des qualités les plus importantes, c'est d'être à l'écoute. Tu sais, je me vois pas. J'ai un de mes associés qui faisait une joke parce que c'était un des fondateurs du bureau, puis on était au téléphone avec un client important, puis il me pointait du doigt en disant c'est mon nouveau patron. C'est une blague parce que c'est un des fondateurs du bureau. Et puis on riait, mais on trouvait ça drôle. Puis ma réponse, c'était de dire ben non, je suis pas le patron de personne ici. Moi, je suis au service de tous mes associés. Puis sincèrement, c'est comme ça que je le vois. Oui. Il y a une chose aussi que je peux dire avec assez d'assurance, c'est qu'au sein du bureau, je m'entends pas mal avec tout le monde. Tu sais, je suis à l'écoute, j'ai pas de, tu sais, j'ai pas d'animosité avec personne. Puis je pense que c'est fondamental, c'est d'être là, d'être à l'écoute de tes associés, puis d'avoir la volonté de les aider. Puis, tu sais, Pour le bien pour le bien collectif. collectif, ils ont-tu des enjeux, y a-tu des problèmes, qu'est-ce qui se passe? OK, tu as un problème avec un compte à recevoir, tu as un problème avec tu sais, Mais l'informatique, etc. Ben OK, comment est-ce qu'on peut t'aider? Puis c'est de s'assurer que la machine tu sais, fonctionne fonctionne, mais en rondement. même temps, c'est quoi les qualités d'un bon leader? C'est ça, tu sais, puis Tu puis le là, sais probablement mieux que moi. tu sais pas, mais garde, tu sais, puis là, j'ai sorti mon petit papier tantôt, puis je te l'ai dit. Quand je préparais ce matin, je suis allée voir toutes des entrevues, des vidéos YouTube que tu parlais de développement des affaires. Je me suis toute mis là-dedans. Et là, je me disais, OK, qu'est-ce que je veux qu'il ressorte de cette entrevue-là? Ben Pierre-Philippe, pour moi, c'est quelqu'un qui a le sens de l'écoute, qui a une capacité de communication incroyable et qui a une bienveillance envers les gens qui l'entourent, autant dans sa vie personnelle que professionnelle. Mais ça, pour moi, ça fait, c'est les qualités d'un leader d'aujourd'hui. Puis je pense que c'est ça que tu apportes aussi chez BCF. Fait que, tu sais, moi, je te lance des fleurs Ben, comme ça. je vais le prendre, je te remercie. C'est ça. Puis dans une entreprise, donc là, quand on parle de valeurs, c'est quoi les valeurs de BCF? Là, on a vu le côté très entrepreneurial, tout ça, tu sais. Puis justement, il y a des différences. Tu sais, là, on a vu les différences peut-être dans les modèles d'affaires comme tels des firmes d'avocats, mais tu sais, BCF, c'est quoi ses valeurs? Tu sais, c'est comment, peux-tu nous en parler un petit peu davantage? L'ADN, tu sais. Oui, écoute, l'ADN, les valeurs du bureau ont évolué un peu avec le temps, mais il y a des constances. Tu sais, il y a une des valeurs qui est fondamentale chez nous, c'est la créativité, puis là découle plein de choses, mais c'est d'être capable de réfléchir en dehors de la boîte, là. Puis d'être capable de, tu sais, dans l'intérêt du client, trouver les meilleures solutions de manière efficace et pragmatique. Tu sais, on n'est pas là à chaque dossier pour essayer de réécrire une thèse de droit puis de trouver des façons fancy de faire les choses puis d'avoir l'air intelligent. Essentiellement, on est très, très focusé sur le résultat, puis il faut atteindre le résultat de manière efficace, ne serait-ce que par respect pour le budget de nos clients. Tu sais, notre clientèle, c'est des entrepreneurs. On est très conscient et très soucieux du fait que tu sais, des budgets pour les services juridiques, pour eux, c'est un poste de dépense. On veut leur créer de la valeur, mais les budgets ne sont pas illimités. Donc, il faut être Oui. conscient de ça, puis on va avoir des honoraires à facturer à la fin de la journée, puis on va pouvoir les collecter. Il faut demeurer raisonnable, puis il faut que le client voit la valeur de ce qu'on rentre, puis soit content de payer nos honoraires, puis qu'il dise qu'il en a eu pour son argent. Ça, c'est fondamental. Puis ça veut dire qu'il faut qu'on soit créatif dans la façon dont on livre nos services pour être capable de rendre ça. On a l'excellence, c'est sûr, c'est une de nos valeurs. On veut être les meilleurs dans ce qu'on fait, mais ça, c'est jamais atteint. C'est une lutte perpétuelle, puis ça se décline en une panoplie de chantiers au bureau qui sont en constante évolution de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, où s'en va la pratique, quels sont les prochains outils, l'intelligence artificielle, les moyens informatiques, l'automatisation, etc. Oui. Tout ça, c'est des choses qu'on regarde toujours pour essayer de s'améliorer. Une des valeurs chez BCF aussi qu'on a depuis longtemps,
c'est la générosité. Tu sais, d'être généreux de son temps, d'aider les entrepreneurs qui en ont besoin par moment. Tu sais, on a fait ça beaucoup, beaucoup, accompagner nos clients qui, tu sais, ils n'ont pas toujours nécessairement, ils n'avaient pas toujours nécessairement les moyens de s'offrir les services juridiques d'un grand cabinet d'avocats, mais les accompagner dès le départ. Puis on a grandi avec eux autres. Puis c'est la générosité envers nos associés, c'est la générosité envers les jeunes, c'est d'aider son partenaire qui a besoin d'aide, puis de répondre au téléphone le samedi matin quand il est mal pris. Puis les jeunes, c'est la même chose, être généreux dans la formation, l'accompagnement, puis d'être là pour eux. Et ça, tu sais, c'est pas une valeur qu'on s'imagine Mhm. nécessairement pour un bureau d'avocat. Absolument pas. Puis Mm. une valeur qu'on a eu longtemps, puis elle ne fait plus vraiment partie officiellement de nos valeurs, mais c'est l'humilité. Puis ça, c'est juste une façon de se comporter avec nos clients, de se comporter entre nous, de se comporter même avec tu sais, les parties adverses. Tu sais, l'arrogance, tu sais, très, très peu pour nous. Fait que ça aussi, c'est une valeur qu'on ne prendrait pas pour acquis au départ pour Non, c'est un ça, grand cabinet exact. d'avocats. Oui, oui, oui. Fait que c'est comme, tu sais, il y a beaucoup d'humains dans ce que tu dis là. Tu sais, il y a beaucoup d'humains. Et j'ai une question pour toi, les jeunes, tu sais, parce qu'on parle souvent des millénials, etc. Donc, comment tu vois les nouvelles générations, tu sais, d'avocats évoluer au sein de bureaux? Est-ce que le modèle d'affaires actuel va être adapté, tu sais, les bureaux comme ça, le modèle d'associé? Est-ce que c'est adapté? Parce que je vois des entreprises de services où je pense à des gens, tu sais, en santé, là, des dentistes, des optométristes, tu sais, les jeunes, ils veulent être propriétaires, mais ils veulent pas travailler fin de semaine ni les soirs. Tu sais, il y a comme tous ces défis-là. Fait que là, souvent, ils sont deux, trois, tu sais, pour pallier un petit peu puis enlever de la charge. Fait que comment tu vois ça, tu sais, la relève puis ce qui s'en vient? Bien, j j'ai l'impression que souvent, on est en train d'attribuer certaines caractéristiques puis certains changements aux générations qui viennent par rapport à nous. Tu sais, j'ai l'impression que quand j'étais jeune, la génération d'avant nous regardait puis nous disait qu'on n'était pas prêt à travailler fort, mais j'ai l'impression que ma génération, aujourd'hui, on regarde nos jeunes puis on dit qu'ils sont pas prêts à travailler fort. Je pense que c'est beaucoup des fausses perceptions qu'on a. Je pense qu'il y a des choses qui évoluent, qui changent. Pour nous, dans la pratique, c'est sûr que tu sais, la pandémie COVID, comme pour tout le monde, a changé beaucoup les usages, mais pour nous, ça a apporté quand même une belle flexibilité, puis nous a permis de s'approprier des outils qu'on, par chance, on avait avant la COVID, de travailler à domicile, puis tu sais, travailler avec des serveurs en ligne à distance, d'être complètement fonctionnel. La vidéoconférence, tu sais, si on avait connu la crise COVID tu sais, 10 ans avant, ça On n'aurait n'était pas du pas tout là. été possible. Là, on travaillait avec des imprimantes, des papiers puis des fax. Là. Ça n'aurait pas fonctionné du tout, du tout. Mais là, ça a fonctionné très, très bien. On arrive à une espèce d'équilibre, puis les jeunes demandent un petit peu cette flexibilité-là, puis ça nous permet de la donner. Il y a plus de tolérance. En fait, il y a tellement de tolérance, je te dirais, que les gens qui, dans mon environnement, de ce que je peux constater, souvent, c'est des associés seniors qui ont découvert et qui se sont appropriés le travail à la maison, puis qui ils aiment beaucoup ça. Nos jeunes, les jeunes avocats expriment encore un appétit énorme pour venir travailler en présentiel, pour être dans les bureaux. Puis je les comprends. Tu sais, quand moi, j'ai commencé ma carrière, tu sais, partir T'aimes ça être dans le feu de l'action. dans le feu de l'action, puis tu sais, tu pars d'un endroit tu sais, académique, tu es à l'université sur des bancs d'école, puis là, du jour au lendemain, tu t'en vas au centre-ville, tu t'en vas dans un grand immeuble, dans des beaux bureaux, avec des collègues. Tu sais, il y a une espèce de vie professionnelle qui est exaltante à ce moment-là, puis dont tu es très fier, tu sais, quand tu commences ta carrière. Puis c'est tout à fait normal. Puis après ça, ben, ils ont besoin d'être encadrés, coachés. Puis je pense profondément que les jeunes avocats, puis même les moins jeunes, même moi, on apprend tous par mimétisme. Tu sais, je regarde tout le temps mes associés tu sais, que j'admire, comment ils se comportent dans une situation donnée. Je vais dans un meeting, on rencontre une situation inédite que j'ai jamais vue ou avec laquelle je ne suis pas familière. Je vais regarder le monde autour de moi, puis je vais
je vais m'abreuver de ce qu'ils font, puis que je trouve qu'il y a de l'allure, puis qui fonctionne. Mais tu Ben, as besoin de modèles puis d'exemples. exact, mais les jeunes, c'est la même chose. Je ne peux pas les Oui. envoyer travailler dans leur sous-sol à distance, ça ne marchera pas. Fait qu'il faut qu'ils viennent, il faut les lancer dans Fait les qu'avez-vous une métiers. politique? C'est quoi? Y a-t-il un nombre de jours requis au travail? C'est pas simple, Ah, hein, ça? question, Et c'est pas question à 1000 facile, hein? $. On regarde ça. On regarde ça OK. avec beaucoup de prudence parce que on pense que les règles du jeu ne sont pas encore complètement établies. Oui. Il y a des entreprises qui sont allées dans certaines directions puis qui ont été obligées de reculer parce que ça ne Oui. fonctionnait pas. Il y a des gens qui sont allés dans cette direction puis ça a bien allé puis c'est correct pour eux, mais je pense que ce n'est pas encore uniforme, ce n'est pas stabilisé. Nous, c'est sûr qu'on veut avoir, par exemple, la face, c'est que la réponse n'est pas uniforme pour tout le monde dans l'organisation. Tu sais, on est à peu près 550 personnes dans l'organisation totale en comptant les talents administratifs, puis le personnel, puis les techniciens, etc. Ça fait beaucoup de monde. Puis c'est pas tout le monde qui a besoin d'être au bureau tout le temps. Oui. Mais tu sais, je te dirais que les professionnels juridiques là, devraient être au bureau minimum 3 jours par semaine, mais en leur offrant la flexibilité de travailler 1 ou 2 journées Oui, à la c'est ça. maison sans problème. Puis, tu sais, je te dirais que je regarde beaucoup ces questions-là en ce moment d'implantation d'une politique au bureau. Puis, il n'est pas question pour le moment de donner des dents à notre politique puis de commencer à pénaliser des gens qui ne respecteraient pas à la lettre Oui, la c'est ça. règle. On va surfer un peu plus puis voir comment ça se place. Mais c'est vrai. Mais en fait, le constat je vois beaucoup dans les organisations, c'est que les gens, il y a une valeur à venir au bureau, comme tu nous l'as décrit. Il faut créer cette culture-là d'entreprise. Elle ne se recrée pas à l'arrière de ton écran, dans ton sol. Fait qu'il y a une valeur pour ça, un certain momentum, mais le travail hybride est là pour rester. C'est sûr. Il C'est y a, ça. il y a une belle flexibilité, puis Oui. tout le monde en voit la valeur, puis l'apprécie. Puis chez nous, on avait déjà quand même une certaine ouverture, puis l'équilibre travail, famille, chez nous, a toujours été importante. On l'a toujours valorisé. Puis, écoute, je ne pensais pas aller là, mais c'est quelque chose dont je suis très fier. Au cabinet, on a une équité homme-femme là, qui est vraiment Ah très oui. favorable par rapport à nos concurrents, puis par rapport à ce qu'on peut s'imaginer des grands cabinets qui seraient des boys clubs. C'est le reflet de ce qu'on voit aussi comme démographie à l'université, mais on a une majorité, une grande majorité de personnel dans l'organisation qui sont des femmes. Là, je te parle par exemple des assistantes, du personnel administratif, ça c'est très majoritairement des femmes. Au niveau des avocats et des avocates, on a une majorité de femmes aussi. Au niveau du conseil d'administration, on a 40 du conseil d'administration qui est composé de femmes. Au niveau des associés, on a 40 de nos associés qui sont des femmes. Au niveau du comité exécutif, on a une majorité des membres du comité exécutif qui sont des femmes. Fait que vraiment, à tous les niveaux À dans tous les niveaux dans l'organisation, l'organisation. on a beaucoup de femmes. Puis, je ne peux pas tirer d'autres conclusions que le fait qu'on offre un environnement de travail qui permet de trouver cet équilibre-là, puis qui permet aux femmes de faire des choix de famille, puis des choix de carrière qui sont compatibles. Parce que qui les permettent ça. deux ne sont pas mutuellement exclusifs. C'est ça qui arrive aussi. Non, Là. pas du tout. Fait que ça on est vraiment fiers de ça. Mais c'est rare qu'on voit ça. En tout cas, tu sais, le fait que là, c'est le fun, c'est une belle fierté. Bien, surtout, je te dirais, là, généralement, c'est parce que quand on monte au niveau du conseil d'administration puis des équipes Ben, ils disent les plafonds de direction, verre, là, on en entend ouais, parler. Tu ben, sais, c'est ça. chez nous, on ne voit pas ça. Puis c'est probablement le résultat de choix très conscients qu'on Oui. a fait d'offrir cette possibilité-là. Tu sais, mon associée directrice qui travaille très fort, là, je la vois aller là, à se démène, ben, elle a 3, bon, plus si jeune que ça, là, mais elle a 3 enfants là, à la maison, mais tu sais, elle a fait sa job d'avocate, puis après ça, monter dans l'administration, puis dans la direction du bureau, quand même, avec 3 enfants à la maison, puis c'est possible. Fait que, c'est des parcours inspirants, puis on le démontre par l'exemple. Fait que c'est pas des paroles en l'air. C'est ça, exactement. Ah, c'est bien ça. Et les histoires à succès de BCF, est-ce qu'il y en a quelques-unes qui te viennent en tête? Des histoires à succès. Écoute,
moi, je te parlerai juste du succès de BCF. Je ne peux pas te parler de dossier en tant que Non, c'est tel pour confidentiel. différentes Non, non, ça. raisons. Puis ce serait, tu sais, Mhm. en choisir un, Mhm. Mhm. c'est pas possible. Mais tu sais, dans le landscape des entreprises de services professionnels au Québec, BCF se démarque d'à peu près tout le monde. Tu sais, on a eu une croissance en moins de 30 ans qui est à peu près inédite là, dans à peu près Oui. tous les services professionnels. On a une espèce de motivation puis de courage peut-être peut-être un peu Très ambitieux. inconscient, mais ambitieux, puis capable de prendre des risques, capable de se retourner rapidement, capable de faire des erreurs, de reconnaître ses erreurs, d'ajuster le tir, puis de repartir. Puis cette agilité-là, cette humilité-là de se Résilience aussi, repositionner, même une de résilience. Puis, résilience, tu sais, de comme je te dis, courage. c'est pas un parcours linéaire. Hein, tu sais, il y a de la turbulence, on a une histoire qui est passionnante, mais dont on est très fier. Puis on est toujours en train de se définir. Puis moi, c'est une des choses dont je suis particulièrement fier au bureau, c'est que tout le monde est invité à participer et à dire son mot. Tu sais, on est. Moi, je suis la preuve de ça. Là. Je suis parti comme jeune avocat, puis à l'âge que j'ai joint l'équipe de direction, puis j'ai toujours eu l'impression d'avoir eu l'écoute de la direction du bureau. C'est tant que quelqu'un a des bonnes idées, tant que ça va dans le sens des valeurs du cabinet, puis tant que c'est des idées qui sont pour l'intérêt commun et non pas pour un intérêt individuel, bien, toutes ces bonnes idées-là sont bienvenues, puis il y a une grande, grande écoute pour ça. Puis, tu sais, BCF, on est rendu un des grands cabinets, sinon le plus grand cabinet en termes de nombre de professionnels, qui n'est pas un cabinet national. C'est-à-dire que le siège social du cabinet, les décisions se prennent au Québec. Se prennent pas ailleurs. On n'a pas de compte à rendre à personne. Les décisions se prennent ici. Fait que ça facilite beaucoup les choses. Il y a une espèce d'indépendance qui vient avec ça, une espèce d'autonomie. Un fleuron aussi au Québec, tu sais. C'est un fleuron qui a une belle histoire. C'est une belle Oui. histoire au Québec. Puis tu sais, on est profondément ancré dans l'écosystème puis dans le Québec Inc. Puis on veut tu sais, redonner, contribuer à la continuité de cette belle histoire-là. Oui. Fait que c'est un peu ça BCF aujourd'hui. Aujourd'hui, puis le BCF de demain, comment tu vois l'avenir de BCF? Je te dirais que notre fibre entrepreneuriale demeure pas mal intacte. Je te dirais qu'il n'est pas question, en tout cas, je pourrais sonder mes associés, mais mon sentiment, c'est que il n'est pas question, par exemple, de devenir, de se faire acheter par un cabinet national ou étranger. On apprécie puis on conserve jalousement là, cette espèce d'indépendance-là, puis de jouer le rôle d'un cabinet Un pionnier ici au Québec. oui, pour être là basé avec au nous. Québec. Il y a des opportunités qui se présentent tout le temps, des acquisitions latérales, petites et plus grandes, on les évalue. Une des choses qui change, c'est que on est moins le new kid on the block. Nos valeurs se réaffirment. Alors qu'il y a 15 ans, il y a bien du monde qui ne nous connaissait même pas ou qui nous regardait de haut. Bien là, ils commencent à regarder là où on est rendu, puis le parcours est quand même assez respectable. Fait qu'on a cette capacité d'attraction-là d'aller chercher les meilleurs joueurs. Et puis, plus on va chercher des bons joueurs, puis les meilleurs professionnels, les meilleurs talents qui veulent se joindre à nous, ben, plus ça nous propulse vers l'avenir. Puis là, on est rendu à ce stade-ci de maturité de l'entreprise où je pense qu'on a une force d'attraction d'aller chercher les meilleurs talents. Puis ça, c'est vraiment trippant. Là, on nous prend un peu plus au sérieux. On n'ira pas chercher tout le monde, mais il n'y a personne qui va, qui va nous regarder complètement de haut puis nous tasser du revers de la main. Fait que ça, on est vraiment bien positionné. On veut mettre davantage BCF sur la carte au Québec. On pense qu'on n'a pas tout à fait le rayonnement qu'on devrait avoir. Puis faire connaître notre histoire, se faire connaître des grands joueurs au Québec, puis devenir un partenaire de ces gens-là. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas être partenaire d'à peu près toutes les belles entreprises au Québec, ou au moins, en tout cas, ils devraient nous regarder puis considérer comme un choix. Eh oui, tout à fait. Fait que c'est un peu ça les
les défis puis les objectifs. Puis toute la transformation, est-ce que, parce qu'on là, on parle beaucoup d'innovation, de technologie, la transformation, tu sais, là, on a le chat, notre ami qui est là. Comment tu vois l'évolution de la pratique de droit versus, tu sais, toute cette intelligence-là artificielle? Bien, c'est encore, à mon avis, pas complètement défini. On en parle énormément. On a adopté déjà beaucoup d'outils qui sont basés sur l'intelligence artificielle ou l'automatisation, qui font certaines choses, mais un peu en back-office, que les gens ne voient pas. Puis, on ne se distingue pas nécessairement par ça, mais des outils de recherche dans des banques de données pour vérifier des contrats. On a accès à ça, des outils d'automatisation pour faciliter la rédaction des contrats. Il reste qu'il y a une composante humaine qui, à mon avis, ne pourra jamais être remplacée. Il y a un jugement qui ne pourra jamais être remplacé. Il y a une notion de conseiller d'affaires dont je te parlais tantôt qui ne pourra jamais être remplacée, d'être capable de répondre à un client qui dit « Qu'est-ce que tu ferais à ma place? » Bien, ça, je pense qu'il n'y a jamais de machine qui va faire ça. Mais au-delà de ça, il y a plein de choses qui arrivent puis qu'on est obligé de regarder. Puis on ne veut pas nécessairement être les first adopters, mais les choses qu'on va voir qui ont un potentiel. Qui apportent une plus-value pour être plus efficace, plus précis, meilleur, je ne sais trop, bien, on va les adopter. Un exemple, c'est les outils comme ChatGPT, mais il y a des versions plus appropriées pour les entreprises qui assurent évidemment la confidentialité des données. C'est très important pour nous. Puis l'acuité puis la véracité des réponses qu'ils vont nous donner, donc d'être capable de nous donner des réponses vérifiables, de nous donner les sources pour nous, c'est super important. Mais on a tout un code de conduite qu'on a adopté à l'intérieur de l'entreprise pour l'utilisation de ces outils-là, mais on les utilise. C'est que ce soit pour nous aider à rédiger une première version d'un courriel à quelqu'un. Ce n'est pas des outils qu'on utilise pour rédiger un contrat, mais c'est des outils qu'on utilise plus de manière conversationnelle dans notre correspondance pour aider à des choses. Il y a plein d'utilités possibles. Plein d'utilités, mais j'ai aimé ça parce que Olivier Blais de Move AI, qui vont venir sur le podcast d'ailleurs bientôt, il disait qu'il y avait deux choses, en fait, l'intelligence artificielle pouvait aider. Puis un, c'est les tâches répétitives, donc tout ce qui est automatisation. Oui. Mais le deuxième, c'est comme un avocat junior, là, ou d'aide à la capacité décisionnelle. Il ne prendra pas la décision finale, mais il peut t'aider, par exemple, à structurer tes idées. Puis quand j'ai vu cette façon de faire-là, c'est de dire, fait qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut voir comment ça peut nous aider dans notre productivité. Absolument. Il faut juste avoir des règles de conduite. Il faut bien comprendre l'outil pour être capable de l'exploiter puis l'utiliser adéquatement. De façon responsable. Oui. Mais je te donne un exemple. Ça peut paraître anodin, mais je devais calculer des pénalités monétaires en intérêt dans un contrat, mais avec des paramètres qui n'étaient pas tout à fait simples. Il fallait calculer le nombre de jours entre deux dates, mais il y avait un taux qui variait pendant cette période-là, puis la façon de calculer le taux était compliquée. Là, je ne suis pas un expert en finance, puis je me suis dit, OK, si je fais ça à la main, ça va me prendre un bon bout de temps, puis il va falloir que je me rassure que je fais le bon calcul, puis que j'avais vos bons résultats. Bien, je me suis dit, hey, je vais utiliser notre assistant d'intelligence artificielle. Je pose la question, puis écoute, j'ai eu une réponse en quelques secondes qui m'a sauvé, peut-être 1 heure de temps d'aller vérifier et m'assurer que, OK, j'utilise le bon taux de référence qui est publié par telle banque pour telle à telle période, quand est-ce que le taux a changé, etc. Bien, l'ordinateur a trouvé ça pour moi en quelques minutes. C'est un exemple. Ça va transformer la façon de travailler, mais plus dans un œil de productivité ou d'assistance. Absolument. C'est ça, on le voit comme ça. OK, bien c'est bon, j'aime ça le voir parce que j'étais avec l'équipe de Cima aussi, là, puis eux sont en train de développer leur intelligence artificielle interne. McKinsey ont développé Lily, qui est l'intelligence artificielle interne. Fait que, je vois que les entreprises de services vont vraiment beaucoup vers cette tangente-là. Fait que on va suivre la vague. Puis il va y avoir une démocratisation. Je pense que les outils vont d'abord être adoptés par les grandes entreprises qui ont généralement beaucoup de budget pour ces choses-là, mais plus le temps va passer, plus ces outils-là vont devenir accessibles et vont être implantés dans des entreprises de mid-market, puis même jusqu'à la petite entreprise. Mais ça va très, très vite. Oui. Et où va être Pierre-Philippe, lui, dans 10 ans? Oh! C'est une excellente question. Je ne me vois pas ailleurs que dans mon environnement professionnel actuel. Est-ce que
Est-ce que je serai toujours dans l'équipe de direction du cabinet? C'est pas impossible, mais encore une fois, je suis dédié et emballé pour suivre l'aventure. J'adore ce que je fais, mais si la vie me réserve autre chose, je ne suis pas contre. Fait que, est-ce que j'ai la prétention d'être le prochain managing partner de la boîte? Pas du tout. Moi, je suis là pour apprendre, pour aider. Puis si les gens me font confiance puis me maintiennent dans ces fonctions-là, tant mieux. Sinon, je continue ma job d'avocat. Honnêtement, je ne me vois pas faire autre chose. J'adore ce que je fais, puis j'espère juste avoir la santé, puis que je vais avoir la clientèle qui va continuer à me faire confiance pour me confier leur mandat. Oui. Et y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé qu'on parle aujourd'hui, qu'on n'a pas eu le temps, ou un message que tu voudrais laisser aux entrepreneurs? Parce que toi, tu as une vision de l'entrepreneur dans ton droit commercial. Wow! Écoute, je n'ai pas réfléchi à ça, mais moi, je te dirais qu'une des choses qui nous sert bien, puis que je pense qui sert à peu près à tout entrepreneur, c'est de... il y a plusieurs choses, mais d'oser, l'audace. Nous autres, dans notre parcours d'entrepreneur, on a fait preuve de beaucoup d'audace et ça nous a beaucoup servi. Puis l'autre chose, moi, qui personnellement m'a beaucoup servi, puis qui est une espèce de façon de faire aussi chez nous, c'est de faire confiance aux jeunes, de laisser de la place aux jeunes, de déléguer. Moi, je pourrais pas être là où je suis aujourd'hui sans le soutien des jeunes avec qui je travaille depuis quelques années. Puis quand j'ai pris la décision de prendre des tâches administratives en plus de ma job d'avocat, les premières personnes que je suis allé voir, après ma femme, ça a été d'aller voir mon équipe puis de leur dire « Hey, j'ai cette possibilité-là, mais je n'embarque pas si je n'ai pas votre soutien et votre support. Puis vous allez devoir travailler plus fort parce que je ne vais pas travailler moins fort, mais je vais devoir m'appuyer beaucoup plus sur vous. » Puis ils ont répondu à l'appel de manière remarquable. Ça, j'adore ça. Puis je vois les jeunes chez nous à qui on fait confiance, on donne des mandats, puis ils sont tellement bons, sont 1000 fois meilleurs que moi à leur âge. Là, je suis complètement renversé de les voir aller. Sont débrouillards, sont sharp, sont vite, ils ont de l'énergie, sont le fun, sont de bonne humeur. C'est la meilleure chose que nous, on puisse faire comme organisation, c'est de croire aux jeunes, puis de les soutenir parce que c'est eux qui vont nous faire progresser. Bien, merci pour ce message-là, parce que là, je retiens faire preuve d'audace, faire confiance aux jeunes et faire preuve d'optimisme dans tout ça. Ça ressemble pas mal à ça, right? Ça résume bien. Ça résume bien. Bon, excellent. Écoute, merci beaucoup de nous avoir partagé tout cet univers-là. On aurait pu parler pendant des heures et des heures et des heures. Merci d'avoir pris le temps de déplacer. Merci de nous avoir expliqué un peu. Tu sais, moi, je n'avais pas cette connaissance-là de comment ça marche dans la boîte. Puis ça fait longtemps que je connais BCF, mais j'ai appris des belles valeurs humaines aujourd'hui où l'entrepreneur est au cœur de vos décisions, l'accompagnement. Et je pense que le futur est à la connexion humaine et vous représentez bien ça et surtout toi dans ton rôle. Donc, je te remercie infiniment, Pierre-Philippe. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.